retrouve aujourd'hui donc sur le sujet de la cartographie des acteurs et des actants. Donc on organise ce webinaire dans le cadre du Labo Dino de la région Grand Est. Et donc je suis Estelle Markovic, donc je travaille au sein du laboratoire d'innovation de la région Grand Est. Et donc nous organisons ce genre de rencontres, d'échanges dans le cadre du mois de l'innovation publique. Donc, comme je vous l'ai indiqué, hein, on a cette séquence-là Je sais pas où il passe le truc, putain, Oui. le son. Alors, pour le coup, je vous demanderai, justement, ça tombe bien, de fermer vos caméras et vos micros peut-être le temps de la séquence, de mettre vos questions dans la conversation et puis on y répondra en fin de séquence. Donc, aujourd'hui, vous êtes au bon endroit si vous cherchez un peu mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans vos projets ou sur vos territoires et puis d'identifier aussi des leviers d'action et les relations entre les parties prenantes. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce sujet-là parce que j'ai accompagné Sophie Roy, que je vous présenterai par la suite, qui fait partie de mes invités dans le cadre d'un accompagnement du laboratoire d'innovation que j'ai fait auprès de Sophie et de Zoé Munch qui pourront vous faire aussi ce retour d'expérience. Et donc, on a utilisé un outil qui sera présenté par Michael Poirot. Donc voilà, mes invités aujourd'hui sont Michael, Sophie et Zoé, que vous aurez le plaisir de découvrir et d'écouter donc prochainement. Je vous explique un peu ce que c'est le laboratoire d'innovation. C'est en fait un outil pour tous les agents chez nous à la région Grand Est qui permet de mobiliser des accompagnements, des conseils. On est une équipe pluridisciplinaire, des designers de services, de produits, facilitateurs en intelligence collective ou graphique. Et donc, on propose des accompagnements tels que celui que vous allez découvrir prochainement et avec des outils aussi que nous avons la chance de découvrir à travers des réseaux et grâce à des concepteurs qui les déposent aussi en Creative Commons. Mais là, je laisserai Michael vous en parler plus en détail. Donc, je vous fais déjà un peu le rappel du programme. Et donc, on aura la présentation de l'outil par son créateur et après le retour d'expérience concret mis en œuvre et un peu adapté que vous feront Zoé et Sophie. Et puis, donc, un temps questions-réponses. Je laisse la parole à Michael. Michael, n'hésite pas à me dire quand je passe les slides pour le bon déroulé de ton exposé, puisque comme je partage mon écran, je ne te vois pas par ailleurs. Très bien, donc tu n'as pas vu que j'ai une déconnexion et que je viens juste de revenir. Ah ben voilà. T'as pas eu peur comme ça. Non, voilà, ça ne m'a pas fait peur. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, pour partager cet outil que j'ai créé à la fois dans une optique de pédagogique, mais aussi d'utilisation en situation professionnelle. Je suis un collègue, sans doute de la plupart d'entre vous, puisque je suis fonctionnaire territorial, même si je suis en disponibilité depuis plus de 3 ans pour développer mon activité qui est tournée vers le secteur public. Vas-y Esther, tu peux enchaîner les diapos. Voilà, sous l'appellation Vagues Horizons. Et donc, à la croisée, alors, on a retravaillé les diapos. J'ose espérer que la jonction entre l'innovation publique et la transition territoriale soit peut-être plus importante qu'elle n'apparaît là sur la diapo. Mais en tout cas, voilà, je suis un vieux compagnon de route de la 27e région. Et donc, voilà, je suis dans cette communauté des questions d'innovation publique à laquelle cet événement participe. Et puis aussi sur les enjeux de transition territoriale avec la fabrique des transitions. Voilà, j'ai une double activité. J'accompagne la transformation par l'approche systémique exclusivement du secteur public. Et puis, je développe aussi les compétences des agents à travers la formation-action, un certain nombre de formations au catalogue ou en intra via le CNFPT. Voilà, vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur le site. Alors, pourquoi j'ai été amené à créer ce jeu de cartes qu'on va vous présenter? C'est que c'était pour faire face à des freins qu'on rencontre dans la transformation systémique. Et pour ça, je vais faire un petit détour, on va dire, ou mise en contexte par rapport théorique, par rapport à la théorie de l'acteur réseau, travaux développés par des Français, voilà, Bruno Latour est le plus connu, mais Michel Calon, Madeleine Acriche aussi, avec un processus d'innovation
moi, plus général, on va dire qu'on peut appliquer sur ces questions de transition, de transformation en 4 étapes, et qui marque comment, en fait, la transformation se traduit par une transformation enfin, la mobilisation d'un acteur réseau, d'un réseau et des reconfigurations du réseau. Si on passe la diapo d'après, on voit mieux. En gros, il y a à un moment donné un acteur qui vient poser un problème, et en général, quand on vient poser un problème, on pose problème parce qu'on dérange l'existant, les autres, les parties, enfin, ce qui est déjà en place. Voilà, et donc tout l'enjeu ensuite de cet acteur, c'est de fédérer autour de ce problème. C'est comment intéresser et faire que ce problème devienne collectif, d'où les enjeux de traduction et du fait que chacun va voir le problème d'une certaine façon, mais finalement le problème va être pris en charge par plusieurs acteurs collectivement. Et donc plus ce réseau d'acteurs qui se concentre, travaille autour de ce problème, s'élargit et plus l'innovation, la transformation, la transition va pouvoir être importante. Je ne reviens pas sur toutes les étapes scientifiques, mais c'était juste pour poser cette question de, voilà, tout l'enjeu, c'est de faire réseau et d'étendre le réseau qui prend en compte ce nouveau sujet et donc reconfigurer les agencements entre les différentes parties de ce réseau. Quand on pense aux acteurs, on pense principalement aux êtres humains, mais on verra que c'est plus large que ça. Voilà, et donc tout l'enjeu, c'est de réagencer un réseau. Et moi, j'ai la conviction qu'il y a 4 grandes séparations aujourd'hui qui limitent notre capacité à faire ces reconfigurations de réseau. La première séparation, c'est les silos métiers disciplinaires, voilà, qu'on connaît bien dans nos directions, dans nos collectivités, dans les politiques publiques, dans les services de l'État, dans les champs disciplinaires. Là, je fais un colloque scientifique sur les transitions territoriales et il y avait juste une communication à l'instant sur vieillissement et adaptation au changement climatique. Voilà 2 phénomènes énormes qui arrivent dans nos sociétés. Et en fait, quand ils interrogent les acteurs du vieillissement ou les acteurs de l'adaptation au changement climatique sur le sujet de l'autre, chacun dit oh bah c'est pas ma compétence ça. Donc à la fois une incompétence technique, mais aussi une incompétence, c'est pas dans mon champ de compétences. Et donc du coup on se parle pas et on n'arrive pas à croiser ces enjeux. Deuxième enjeu, c'est la dissociation, t'allais trop vite, voilà. La dissociation entre penser et agir, et donc ça, c'est bien cadré par les niveaux ABC des cadres de la fonction publique. Les A pensent, les C exécutent. Voilà, et donc cette logique-là, ouais, voilà, est devenue inadaptée par rapport à des situations quand on est dans l'incertitude, on l'a bien vu au moment de la pandémie, où à un moment donné, il faut que les acteurs de terrain aient les marges d'autonomie et la capacité à réagir et à agir et à penser et à agir sans forcément repasser par tous les échelons pour que quelqu'un qui soit en haut et qui est très loin du terrain nous dise ce qu'il faut faire. Troisième séparation, c'est la séparation interne-externe, alors qui est valable pour tous les organismes, mais voilà, où on va se penser, nous, collectivités, etc., alors qu'en fait, la réalité, elle est beaucoup plus floue avec des acteurs satellites, des acteurs prestataires, des acteurs associatifs à qui on délègue des missions de service public. Enfin voilà. Et donc du coup, se dire que voilà, on pense que en interne entre nous, notre organisation, c'est voilà, ne pas penser qu'en fait on est dans dans une organisation étendue qui ne se concentre pas dans juridiquement ce qui est au cœur de statutairement ce qu'est la collectivité. Et enfin, le quatrième séparation à dépasser, c'est la séparation culture-nature, où voilà, on a du mal voilà, on pense les choses de manière anthropocentrée, on pense humain, besoin humain, et on a du mal à prendre en compte ce qui est non humain, qui apparaît comme quelque chose qui est du paysage ou de l'objet, de l'instrument, et on a du mal à prendre en compte ce qu'on appellerait l'agentivité, c'est-à-dire la capacité des éléments qui ne sont pas humains à avoir leur propre action et leur propre volonté, parfois, moi je dirais même, dans l'évolution du monde. Voilà, donc ces 4 séparations font que quand on va penser un projet,
eh ben, on va être limité dans mon organisation, ma compétence, les humains, et on va oublier plein de choses qui en fait sont fondamentales pour la bonne réussite du projet. D'où cette idée d'aider quand on fait une cartographie des parties prenantes à ouvrir l'horizon. Une cartographie des parties prenantes, hein, c'est un outil qu'on utilise à réaliser au maximum le plus en amont possible dans un projet, mais à faire évoluer au fil du temps, parce qu'au fil du projet se fait, par rapport à cette logique tout à l'heure, au fur et à mesure où on agrège des personnes, on retraduit le projet, donc le projet évolue et il y a d'autres acteurs qui viennent se greffer, donc c'est quelque chose à actualiser au fil de l'eau, qu'on peut faire soit tout seul en équipe projet, soit en le faisant en co-construction avec les parties prenantes. Et donc l'idée, c'est de bien avoir une idée de c'est quoi toutes les parties prenantes qui sont concernées par ce projet, pour faire en sorte que quand on pense le projet, on n'ait pas des effets de bord, des retours de bâton, de trucs qu'on n'a pas vu venir parce qu'on fait une taxe carbone et tout d'un coup les gilets jaunes arrivent et occupent les ronds-points. Voilà. Donc le jeu, il est composé de 24 cartes, 12 cartes rôle. Alors, vous avez l'exclusivité de la nouvelle version, parce que pour ceux qui connaissaient peut-être le jeu, j'ai retravaillé du coup le jeu. Alors, les cartes rôle n'ont pas changé, sauf que je les ai appelées rôle, et 12 cartes non humains. Voilà, donc si on passe après, voilà, donc là vous avez les 12 cartes rôle. Alors, voilà, le principe c'est qu'on prenne une carte et après on retourne et on dit, voilà, est-ce que j'ai pensé à celles et ceux qui utilisent? Voilà. Je vais réaménager les abords du collège. Est-ce que je pense aux gens qui utilisent les abords? Alors oui, j'ai pensé aux collégiens qui venaient pour utiliser les abords. Mais est-ce que c'est les seuls? Ah non, parce qu'en fait, il y a aussi le gars qui vient faire les livraisons toutes les semaines avec le camion. Est-ce que lui, on a pensé à lui qui utilise ces abords-là pour passer? Ceux qui opèrent, ceux qui financent, voilà, il y a peut-être multiples financeurs avec des enjeux différents dans leurs règles de financement. Ceux qui subissent, ouais, peut-être le voisin, peut-être la personne qui passait par là pour aller faire ses courses et le nouveau revêtement qu'on a mis, il glisse dès qu'il pleut et en fait c'est compliqué pour eux de passer. Ceux qui bénéficient, ceux qui sont de passage, etc., etc. Voilà, ceux qui entretiennent, bah oui, parce que il y a des équipes de la ville ou de l'Interco qui viennent pour passer la balayette, nettoyer, etc. Et si le revêtement, en fait, il se salit et qu'il est innettoyable, c'est un peu gênant. Vous pourrez de toute façon retrouver le jeu en entier, donc il est en ligne, donc vous pourrez prendre le temps de regarder le détail. Et maintenant les cartes non humains. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, je trouve, moi, la valeur ajoutée presque la plus importante du jeu pour penser au-delà des humains, parce que quand on voit les cartes rôles, on a toujours tout de suite tendance à penser aux humains, et c'est comment justement on pense aux non-humains, c'est-à-dire les autres vivants, animaux, plantes. Alors j'ai rajouté, alors, c'est pas que du vivant, mais une carte micro tout à droite, la bactérie, virus, parce que voilà, on voit bien avec la pandémie, comment ça peut avoir, ces enjeux sont importants. Mais aussi les éléments naturels qui ne sont pas qualifiés de vivants, en tout cas dans nos sociétés, les sols, les rivières, les étangs, les lacs. Voilà, une carte, voilà, voilà, les climats sur les transformations climatiques, météorologiques. Et puis des cartes différentes aussi sur l'aspect technique. Voilà, les machines, les systèmes d'information, l'IA. Voilà, on parle vachement de l'IA en ce moment. Est-ce qu'à un moment donné, on prend en compte comment l'IA intervient et vient bousculer le projet? Tout ce qui est les objets, outils, instruments, mobilier, voilà. La symbolique, les images, les marques, les mythes, les récits, comment ces éléments viennent impacter le projet. Je voyais par exemple, on avait travaillé sur un projet on voulait une ancienne route nationale qui était devenue forcément une route départementale, sur laquelle ils voulaient développer les mobilités douces.
Sauf que, alors c'est peut-être même dans les absents d'ailleurs, sur Génération Future Génération 7, mais il y avait en fait cette image, enfin, sur la partie en 7, la carte du dessous là, un peu fantôme de la route nationale. C'est-à-dire que les gens en fait qui avaient 70 ans, 50 ans, etc., ils avaient roulé sur cette route nationale à 90, à 100 km/h pendant des décennies, voilà. Et donc, du coup, il y avait toujours ce fantôme de la route nationale qui impactait leur comportement et leur façon de considérer cette route, même si cette route était devenue maintenant une route sur laquelle on devait rouler à 50 en principe. Euh, voilà. Voilà, donc il y a des nouvelles cartes pour ceux qui ont vu. Alors, comment je me sers du jeu de cartes? Au début, je ne sors pas les cartes. C'est-à-dire qu'au début, je propose aux gens de lister les parties prenantes concernées par le projet. Donc là, bon, il y a les cartes en principe, mais considérez que la partie droite. C'est-à-dire que je propose aux personnes de lister, voilà, une idée par post-it, chacun. Bon, les trucs d'intelligence collective assez classiques. Éventuellement, si on est 12, on va plutôt faire 3 groupes de 4 plutôt que bosser à 12 directement ensemble pour aussi élargir le spectre. Et donc chacun réfléchit, c'est qui les parties prenantes concernées par le projet, et je mets enfin, une partie prenante par post-it. On croise tous nos post-it, donc en général quand les gens croisent leurs post-it, bon ben il y a beaucoup de choses communes. Et puis il y en a qui ont pensé un truc, les autres, ben, ah oui c'est vrai, il y avait ça, il y avait ça. Ça leur redonne des idées. Et à partir de là, ils se disent, ouais, c'est pas mal, là, franchement, on était 4, on a bien balayé le spectre de toutes les parties prenantes. Et c'est là qu'on passe à la deuxième étape, où là, je leur mets à disposition le jeu de cartes, rôle à gauche. Et donc, ils vont pouvoir passer toutes les cartes une à une. Voilà, qui bénéficie, qui finance, qui décide. Ah ouais, qui décide, on n'a pas mis ça et tout. C'est vrai qu'il faut peut-être qu'on mette le maire, parce que même si on est loin du maire, au bout d'un moment, c'est peut-être lui, à un moment donné, qui va peut-être pouvoir arbitrer, ou au contraire, venir mettre des bâtons dans les roues du truc. Qui influence? Ah oui, c'est vrai que voilà, peut y avoir cette association qui voilà, peut promouvoir ou au contraire lutter contre le projet. Voilà, et donc passer les cartes une à une pour se dire, voilà, est-ce qu'on a oublié des acteurs? Donc en général, une fois que les gens ont passé toutes les cartes rôle, pareil, deuxième étape aussi, voilà, là c'est bon, là, ça y est, maintenant on a déjà fait le tour, on est bien, on a, on a pensé à tous les sujets. Et puis c'est là où du coup je leur donne les cartes non humains. Et donc pareil, une à une, ils passent toutes les cartes pour voir, se dire, ah oui, et donc ça peut les amener à avoir d'autres idées, pas forcément pour des éléments non humains, c'est-à-dire ça peut aussi les amener à se dire, ah oui, il faut peut-être qu'on prenne en compte des acteurs humains auxquels on n'avait pas pensé, parce que les cartes donnent ça, par exemple sur la question climat. Dernière fois, les gens se disaient, ah oui, c'est vrai qu'il y a ces questions transition écologique, on n'a pas pris en compte là dans le projet, donc ça voudrait dire quand même qu'on prenne en compte l'empreinte carbone du projet ou d'autres dimensions, et donc ça peut faire appel à le service concerné, etc. Euh, Petite remarque de comment ça se passe, c'est-à-dire que vous avez les gens très scolaires, partie gauche, tel que moi je l'avais imaginé, qui du coup passent les cartes, vous voyez, les unes par-dessus les autres, et qu'ils viennent recouvrir les cartes qu'ils viennent de voir par les autres. Donc ils prennent les cartes une à une. Et puis vous avez en pratique des gens aussi qui finalement étalent toutes les cartes pour, au fur et à mesure et à la fin, avoir une vision globale. Parfois aussi, les gens prennent les cartes dans la cartographie et viennent les insérer pour faire des paquets d'acteurs, parce qu'à la fin, une fois qu'on a listé tous ces acteurs, le but c'est d'essayer de les organiser en paquets, de nommer les paquets, de les articuler pour donner à voir le sens qu'on se donne de comment on perçoit notre système au sein duquel le projet va se faire. Voilà, ça c'était le premier usage, donc qui au final, alors bon, là c'est souvent des cartes réalisées dans un cadre pédagogique, donc elles ne sont pas à retravailler et ça se fait dans un temps très court, donc ça ressemble à un magma de post-it à la fin, mais forcément on peut prendre le temps de les retravailler, de les reformaliser derrière, mais du coup voilà, peut-être au départ on avait 15 post-it, et puis une fois qu'on a utilisé le jeu de cartes, on termine à 30 post-it, et donc on a une vision plus riche des éléments de la cartographie. Donc, moi, je l'espère, on a plus de sens de prendre en compte ce qu'il y a à prendre en compte pour la réussite du projet.
et pour faire en sorte que justement je fais un projet de transition écologique, mais comment je vais faire en sorte que ça ne soit pas un projet d'injustice qui accentue les inégalités sociales. Voilà. Deuxième usage que je propose, c'est de tirer au sort pour votre projet 2 cartes du paquet, de les mettre à côté et de se dire, voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, par exemple, on tire la carte technique, on tire la carte décide, et donc on peut se poser 2 questions. Quels sont les éléments techniques qui décident? Parce que oui, parfois des éléments techniques peuvent décider. Peut-être que c'est l'IA qui va décider. Peut-être que c'est l'algorithme des Parcoursup qui va décider. Et donc, quels sont les éléments techniques qui prennent des décisions dans le process? Et inversement, qui est-ce qui décide des éléments techniques? Donc là, je vous mettais l'exemple des GAFAM, voilà, où en fait, voilà, on a peu de souveraineté technologique, en tout cas numérique, et finalement, on est très dépendant d'acteurs extérieurs qui décident pour nous des infrastructures, des règles, et même en opacité, etc. Voilà, donc on tire 2 cartes et on peut s'interroger dans les 2 sens pour venir creuser un peu plus les enjeux de comment ça se passe dans mon système. Et puis pour d'autres usages, c'est à vous de les inventer parce que du coup le jeu de cartes est assez flexible, donc on peut imaginer plein d'autres usages et ça va être l'objet du témoignage de la région à suivre. En tout cas, moi, ce que je voulais aussi noter, c'est que l'objectif de tout ça, avec mon sujet à cœur d'être dans ces questions de transition, c'est que le travail de cartographie qui ouvre au non-humain, il facilite le fait d'aller vers d'autres pratiques. Le design pour les non-humains, avec par exemple là, le recours de persona non humain proposé par des chercheurs français, où on va, voilà, ce qui est un outil de design assez connu, le persona, où on va avoir voilà, une fiche descriptive d'un acteur, et là en l'occurrence c'est une abeille, et donc du coup les gens qui vont concevoir l'aménagement du parc, l'aménagement de la rue, l'aménagement de la place, ils vont pouvoir, ou des bâtiments, ils vont pouvoir voilà, prendre en compte, se dire voilà, comment l'abeille elle va réagir par rapport à mon aménagement, qu'est-ce qui va lui aller, qu'est-ce qui ne va pas lui aller, est-ce qu'elle va avoir tendance à venir, à ne pas venir, et on peut faire la même chose pour le frelon asiatique ou le rat. Deuxième exemple, toujours c'est des designs non humains. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient utilisé un designer, mais j'ai vu passer ça sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. C'était pour montrer comment ça pouvait se traduire au final dans les projets, où là, ils devaient réhabiliter ce pont à Rennes. Et donc là, vous voyez qu'il est éclairé. Pourquoi il est éclairé? Pour en fait chasser de manière le moins violente possible les chauves-souris qui nichent là. Alors, d'autres nichoirs ont été installés aux alentours. Et ensuite, on éclaire pour les inviter à aller nicher ailleurs, parce que de toute façon, à un moment donné, on va faire des travaux. Et donc, pour éviter qu'elles soient complètement diminuées, ils ont pensé tout le process avec le rythme de vie, le cycle de vie aussi des chauves-souris, à quel moment voilà, elles sont amenées à mettre bas, etc. Et donc, de voir à quelle période on va essayer de les déplacer dans d'autres endroits. Voilà, c'est plus loin. Et puis, voilà, tous les enjeux de mise en récit, je parlais tout à l'heure voilà, de cette route départementale était encore pensé route nationale. Je travaillais aussi sur un projet de récit avec une commune nouvelle. C'était 7 communes qui avaient fusionné en une seule. Mais comment, du coup, parce que dans l'esprit des gens, les villes initiales ou les communes, les gens continuent à donner les noms des villages, de toute façon. Donc, comment on prend en compte tous ces éléments-là dans comment ça impacte un projet? Le fait qu'il y a toujours des attachements qui sont là sur des ensembles. Voilà un peu les ouvertures que je voulais faire au-delà de l'outil. Je passe la main. Merci beaucoup, Michael. Je t'invite à peut-être mettre à disposition le lien vers la nouvelle version téléchargeable. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours le même qui était présent sur ton site, mais peut-être nous reflécher le lien vers la nouvelle version, si tu le veux bien, dans la Je fais ça. conversation. Merci beaucoup. Je passe la parole pour le témoignage sur un cas d'usage vous allez voir, un peu adapté dans le cadre d'une animation, donc qui a été fait donc sur la cartographie des acteurs qui agissent pour la préservation des prairies. Donc je passe la main à Sophie et Zoé sur le retour sur ce cas de mise en pratique. Oui, merci Estelle.
Est-ce qu'on commence rapidement par se présenter toutes les deux? Oui, c'est mieux. Donc bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Zoé Munch. Je suis chargée de mission prairies et pollinisateurs à la direction eau, biodiversité, climat de la région Grand Est. Et donc, j'ai adapté cet outil avec Sophie Roy. Sophie, je ne sais pas si tu veux te présenter rapidement. Ouais, merci, bonjour à tous. Sophie Roy du Parc naturel régional de Lorraine. Quant à moi, je suis chargée de mission sur un programme européen porté par la région Grand Est qui s'appelle le programme LIFE Biodivest. Et donc, je coordonne une action pour mieux comprendre les services rendus par les prairies du Grand Est. Voilà, et c'est dans le cadre d'un travail, d'une étude de faisabilité qu'on mène avec Sophie sur comment est-ce que la région Grand Est et ses partenaires peuvent préserver les prairies permanentes du Grand Est, qu'on a été amené avec l'accompagnement d'Estelle à adapter cet outil de cartographie des acteurs et des actants. Donc c'est une adaptation qui est assez récente puisqu'on l'a mis en œuvre fin septembre face à un public plutôt d'externes, si je reprends les termes de Michael de tout à l'heure, donc de partenaires extérieurs à la région Grand Est. Donc un public plutôt de techniciens qui étaient issus de structures différentes, que ce soit des agences de l'eau, des communautés de communes, de syndicats des eaux, de parcs naturels régionaux. Et donc, cette matinée a été dédiée à l'organisation et la mise en œuvre de cette cartographie des acteurs. Et notre objectif principal, c'était déjà de favoriser l'interconnaissance de ces structures qui ne se connaissaient pas très bien de prime abord et d'utiliser cette cartographie des acteurs et des actants au début de notre étude de faisabilité pour bien comprendre les positionnements de chaque structure par rapport à l'enjeu de préservation des prairies permanentes. Donc on a adapté ce jeu en 2 temps. Le premier temps, c'était un mode brise-glace. Donc on était debout avec l'ensemble des participants. Et ensuite, donc on a échangé et ensuite on a travaillé sur cette cartographie par la suite. Donc on était une vingtaine et ce brise-glace, on l'a fait donc debout dans une grande salle que vous voyez sur les photos. Et ce qu'on leur a demandé de faire, c'était de se positionner dans l'espace en cercle concentrique. Donc c'est le petit schéma que vous voyez en bas à gauche. Donc plus on était d'accord par rapport à une affirmation qu'on disait à l'oral, plus les gens se rassemblaient vers le centre de la pièce et moins ils étaient d'accord, plus ils s'écartaient. Donc ça permettait de voir visuellement voilà, le positionnement des acteurs. Et donc voilà, pendant 45 minutes, on leur a dit à l'oral des affirmations et les gens devaient bouger. Ces affirmations qu'on disait à l'oral, c'était par exemple de se positionner dans la salle en leur demandant voilà, quel est l'impact des paiements pour services environnementaux, donc des PSE et non pas plans sociaux et économiques qu'on peut entendre dans d'autres directions. Les PSE, rapidement, pour que vous sachiez à peu près ce que c'est un dispositif d'aide des agriculteurs qui permet une rémunération directe pour le maintien de certaines pratiques sur des prairies. J'en dis pas plus, mais donc face à ce public d'experts qui connaissaient les PSE, on leur a demandé voilà, de se positionner en disant est-ce que les PSE, ça a un impact positif, par exemple, sur la biodiversité. Donc c'est la carte actant que vous voyez en bas à droite. Et donc si les gens étaient d'accord, ils se concentraient vers le centre de la salle et donc on leur demandait de dire pourquoi est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, partiellement d'accord ou pas du tout d'accord. Et par exemple, ce que ça a donné comme résultat, c'est que le public de participants était plutôt partiellement d'accord sur cette affirmation-là, parce que pour plusieurs raisons, parce que on ne peut pas vraiment statuer sur cet impact positif des PSE. C'est propre à chaque paiement pour service environnemental qui est mis en œuvre par différents acteurs. Ça dépend de la durée, voilà, ça dépend de tout un tas de choses. Donc ça, c'est
des dires d'experts qu'on a pu faire ressortir et qui nous ont permis aussi d'alimenter notre réflexion. Ce que ça a produit, merci Estelle pour le passage des slides, ce brise-glace, c'est que déjà, très rapidement, en 45 minutes, on a pu voir où les personnes se situaient. Donc voilà, on avait un rendu visuel très parlant et très rapide. On avait aussi une grosse contrainte de temps, puisque 45 minutes, c'est finalement assez restreint pour faire parler 20 personnes. Et ce brise-glace a permis une gestion assez fluide du bâton de parole qui a été très appréciée. Et c'était aussi un temps, puisqu'on était debout, les gens se censurent un petit peu aussi dans les prises de parole. Donc, il y a déjà cet avantage-là. Et ça préparait cognitivement le groupe à d'autres activités qu'on a pu mettre en place par la suite. Ce qu'on peut dire de cette adaptation-là, c'est que on était face à un public d'experts, de techniciens, mais composé d'ingénieurs agronomes, d'écologues, qui ont pu avoir des petites réactions, des petites difficultés de compréhension quand on leur a parlé, par exemple, de l'impact des PSE sur le climat. Ils nous ont dit, ah, mais attendez, est-ce qu'on parle plutôt climat, est-ce qu'on parle plutôt météo? Il faut utiliser des termes scientifiques précis. Et bon, ça, c'est quelque chose avec Sophie qui nous a surpris parce que c'était pas là-dessus qu'on les attendait. Ce qu'on a pu voir aussi de ce brise-glace, c'est que on a bien compris au dire des acteurs que l'impact du coup de ces paiements pour services environnementaux, il dépendait de plein de choses et que il avait à la fois un impact sur la biodiversité, l'eau, les sols, le climat, mais que bien sûr ça dépendait de l'ambition qu'on voulait porter dans le cadre de ces PSE et des indicateurs qu'on allait choisir. Et que, bien sûr, dans le cadre de ces PSE, l'enjeu, c'était de pouvoir désiloter, décloisonner les enjeux et de bien parler à la fois de biodiversité, d'eau, de climat et d'avoir une vision globale. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fortement ressorti et mis en valeur par l'ensemble des participants. Donc ça, c'était le premier temps. Sophie, je te laisse peut-être la suite pour le deuxième temps sur l'exercice de projection. Ouais, merci Zoé. Donc pour la suite, comme on est toujours dans le cadre de cette étude de faisabilité, pour d'avoir un dispositif à l'échelle régionale, donc finalement c'est le PSE, donc paiement pour services environnementaux, c'est vraiment très local. Et là, l'idée, cette étude, c'est vraiment de le passer à une très large échelle. Et donc, on se demande, comment faire? Est-ce que ça va fonctionner? Quels sont les avis des gens qui portent déjà ces dispositifs? Quel pourrait être ce dispositif? Quelle forme il prendrait? Est-ce qu'on le ferait à l'échelle de toute la région? Est-ce que ce serait concentré sur certaines zones prioritaires? Enfin voilà, il y a plein de questions qui émergent. Et donc, pour recenser un petit peu tous ces avis des acteurs du territoire, on s'est dit qu'un atelier de projection, ce serait très utile pour recenser différents avis dans un temps assez restreint, puisque c'est pareil, là, il me semble qu'on avait à peu près 1 heure. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire des petits groupes. Donc, on a fait 4 groupes de 4 à 5, 6 personnes. Et dans chacun de ces groupes, en fait, l'une des personnes devait être juge et les autres étaient des participants qui allaient proposer un scénario. L'objectif du juge, c'était de deviner quels étaient les scénarios, puisqu'on proposait de tirer au sort un scénario qui était utopiste, un qui était réaliste, un troisième qui était plutôt banal, donc qui améliorait un petit peu la situation actuelle, mais pas beaucoup, et un scénario contre-productif. Donc pendant 20 minutes, tout le monde a planché sur son petit scénario, a fait une restitution en groupe pour proposer sa proposition en fonction de la carte tirée. Le juge a essayé donc de deviner quels étaient les scénarios tirés par les participants. Et ensuite, ils ont tous mis en commun une proposition pour qu'il y ait une restitution ensuite à tous les participants, à tous les acteurs. Et donc, c'était assez enrichissant puisque chacun a pu mettre en lumière tous ses points de vue, identifier différentes solutions, les choses qui marchent sur leur territoire, un petit peu les freins aussi qui seraient à lever pour le passage à une échelle plus large. Et donc, finalement, nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'était
ça avait très très bien fonctionné. Voilà, les retours étaient plutôt positifs. On a des groupes qui ont souhaité nous faire des retours plutôt sur un scénario contre-productif, très pessimiste. D'autres qui étaient plutôt sur entre un scénario réaliste et utopiste. Voilà, donc c'était assez riche. En tout cas, nous, pour la suite de cette étude de faisabilité, ça nous permet d'avoir quand même énormément d'éléments et de pouvoir travailler sur ces données que chaque acteur nous a fait remonter pour avoir un premier point de données, enfin une première étape en tout cas. Et donc c'est maintenant où on va poursuivre en fait dans les prochains mois ce travail. Pouvoir voilà, mettre en corrélation ce qui est ressorti des différents scénarios. Et donc, on va travailler sur la façon d'identifier des zones d'action, comment les prioriser, euh, comment se dire, comment on pourrait travailler une prise de conscience chez le grand public, parce que c'est des choses qui ont été mises en avant, c'est qu'il fallait vraiment avoir tous les acteurs autour de la table. Donc là, il n'y avait pas forcément, il y avait la Chambre d'agriculture, mais pas forcément des agriculteurs. On n'avait pas non plus les filières pour produire des produits à destination du grand public et donc des consommateurs. Donc voilà, comment on pourrait faire en sorte d'avoir tout ce monde autour de la table, éveiller la prise de conscience auprès du grand public. Sur les dispositifs de financement, donc puisque l'outil de PSE rémunère des agriculteurs, on se dit aussi qu'il y aurait des pistes sur des fonds privés, pas uniquement publics, puisque les fonds publics dans le contexte actuel sont de plus en plus réduits. Comment pérenniser ces dispositifs sur un long terme, puisque ce qui est ressorti des différents, notamment du brise-glace, c'est que l'impact des PSE positifs sur la biodiversité, les sols, l'eau, ça peut l'être, mais c'est très court, ou alors justement ce court terme n'est pas assez long pour voir les effets et les impacts positifs. Et donc dans ce cas-là, voilà, comment est-ce qu'on peut aussi former des ambassadeurs, des personnes qui vont pouvoir en fait accompagner sur le territoire je sais pas, c'est des techniciens, des conseillers agricoles, voilà, je ne sais pas exactement, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça pourrait prendre, mais comment on pourrait former ces personnes sur le terrain pour accompagner plus l'élevage à l'herbe et préserver les prairies dans nos territoires et donc donner les bonnes clés de compréhension et techniques. Voilà, est-ce que ce serait une formation diplômante du type, je sais pas, BTS, master? Est-ce qu'il faut être présent dans les listes agricoles pour faire un module spécifique? Voilà, il y a des pistes encore de réflexion sur la formation des personnes qui actuellement forment conseils sur les sujets de l'herbe, mais également des futurs techniciens. Voilà ce qu'on a retenu de cette demi-journée très, très enrichissante et globalement, les retours ont été très positifs sur cette demi-journée. Je sais pas Merci si tu veux beaucoup. ajouter quelque chose, Zoé, Ouais. sur ce que toi, tu as retenu aussi de la demi-journée. Non, je pense que tu as tout dit. On a eu de très bons retours et pour des personnes qui se connaissaient déjà un petit peu, mais qui avaient l'habitude de se retrouver en réunion sans vraiment avoir le temps de se parler, le format a été apprécié justement parce que ça changeait, c'était innovant et un des participants nous a d'ailleurs dit c'est la première fois qu'on arrive à parler d'autre chose, enfin de faire ressortir de nouveaux sujets, de nouvelles questions, de nouveaux questionnements par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça a été très apprécié. Merci pour ce retour, Sophie et Zoé. On a plein de temps là pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y avait une question de Anne sur la taille d'un groupe pour utiliser le jeu. Est-ce qu'il faut un minimum ou un maximum de personnes? Est-ce qu'on peut faire une sélection aussi de cartes et pas utiliser tout le jeu? Nous, c'est ce qu'on a fait. On a aussi centré, voilà, on avait un temps aussi contraint, mais pour le coup, Michael, peut-être tu peux nous en dire plus sur des préconisations? Oui. Alors, sur les préconisations des tailles de groupe, moi j'ai tendance à faire des travaux où 5 c'est un peu un maximum. Donc c'est pour ça que je vous disais, par exemple, si j'ai 12 personnes, je vais plutôt faire 3 groupes de 4. Pourquoi on fait ça? C'est pour favoriser l'expression de tous. Parce que quand vous êtes un grand groupe, si vous êtes 12, il y a une personne qui parle, il y a 11 qui écoutent.
si vous faites 3 groupes, il y a une personne qui parle, enfin il y a 3 personnes qui parlent parce qu'il y a 3 sous-groupes. Voilà, donc c'est vraiment pour maximiser ça, avec le fait que des personnes ne sont pas non plus forcément tout à fait à l'aise de s'exprimer dans des grands groupes, donc c'est plus facile en petits groupes, ça nourrit les échanges, ça fait plus de diversité. Voilà, après on est sur les règles de facilitation, ce qui n'empêche pas d'avoir des temps collectifs, là, comme c'était présenté par Sophie et Zoé, où à un moment donné, on a cette restitution et où tout le monde vient mettre son post-it et on est peut-être même 30 autour du truc, mais ça s'est construit, quoi. En tout cas, voilà, si on démarre à 30, le risque, c'est qu'il y a des personnes qui participent peu. Voilà. Sur la deuxième question sur la sélection, tout à fait, c'est aussi en fonction de vos projets. Il y a peut-être des projets pour lesquels il y a des cartes qui ne sont pas vraiment très pertinentes, ou en tout cas, ça vous paraît pas, voilà, et ça risque de poser plus de questions, de perdre les gens plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Après, ça peut aussi des fois être la surprise justement d'une carte. Finalement, elle va amener des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais voilà, c'est aussi possible de sélectionner. Alors, Pour compléter, oui, vas-y. pour compléter sur les cartes, nous, effectivement, on n'a pas utilisé toutes les cartes. Et comme l'a dit Zoé, on a vraiment adapté le jeu. Et par exemple, les cartes de non-humains, là, sur les, on va dire, les plantes et l'autre sur les animaux, en fait, on l'a fusionné pour faire biodiversité. Parce que ce qui nous intéressait, c'était l'ensemble des êtres vivants et les milieux dans lesquels ils vivent. Donc voilà, il y a des choses qui sont, je pense, possibles de réadapter pour votre projet sans souci. Je vois une question de Franck sur peut-on utiliser la démarche pour identifier les membres d'une future équipe projet interne qui pourra contribuer à l'identification des parties prenantes. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'on a les réflexes bureaucratiques, technocratiques de quand je fais faire cet exercice, les gens tout de suite ils font le copil, le codec, le machin quoi. Alors qu'en fait c'est vraiment conçu pour être très en amont, de se dire mais avant même de savoir comment on va s'organiser, c'est quoi le champ du système, c'est quoi le périmètre, c'est quoi qui est impacté, pour ensuite, en effet, pouvoir se dire, en fonction du système qu'on a identifié, peut-être de se redire, peut-être on va pas travailler sur tout, on va se recibler là-dessus, et de pouvoir, en effet, de se dire, ah ouais, tiens, ça serait peut-être bien qu'on ait un représentant du conseil de quartier, ça serait peut-être bien qu'on ait un scientifique qui s'y connaît en insectes pour pouvoir nous dire l'impact sur la vie des insectes du PSE. Enfin voilà, et de pouvoir repérer en effet quelles sont les personnes à faire intervenir dans le projet. Et après, c'est votre technicité pour savoir si vous les mettez dans l'équipe projet ou si vous les mettez dans des instances plus larges que vous mettez en place, quoi. Sur le rétex aussi, Sophie et Zoé, enfin nous, ça nous a permis aussi d'identifier qu'il manquait certains acteurs autour de la table, qu'il aurait fallu qu'on réintègre aussi, et ça nous a fait aussi penser dans la phase de projection à garder aussi ces éléments qui est au cœur aussi du bénéficiaire qui nous manque, les positions aussi sur la concentration peut-être des acteurs. Enfin voilà, on a aussi réagi par rapport à ça et ce qui nous manquait finalement des acteurs clés et de les garder en tête sur la suite de la projection, ça a été aussi utile dans la démarche un peu de projection par la suite, hein. Enfin, je ne sais pas si Zoé, tu veux compléter là-dessus. Tout à fait, ça nous a permis effectivement d'identifier un type d'acteurs, notamment les agriculteurs, qu'on avait complètement oubliés parce qu'on a la tête dans le silo, qu'on n'arrête pas d'en parler et qu'on s'adresse beaucoup à des techniciens. Et donc ça, typiquement, c'est le type de public qui a été identifié dans le cadre de cet atelier et sur lequel on va être amené à réfléchir différemment sur la suite du projet pour les réintégrer bien dans la conception de ce dispositif public. Tout à fait. On a une question complémentaire un peu sur l'utilisation en mode rétex pour se dire, voilà, une observation un peu après coup sur en termes de mobilisation des acteurs. Là-dessus, est-ce que tu as des retours d'usage aussi, Mickaël? J'allais d'abord répondre à celle du dessous et après proposer à Laetitia qui a posé cette question si elle voulait l'exprimer à l'oral pour Oui, bien peut-être, comprendre les oui. tenants aboutissants. Et en attendant, le temps qu'elle se prépare, peut-être je peux juste la remarque d'Alexandre Dubois sur le fait de décliner le jeu à d'autres types de projets, transfo interne, projet SI, réorganisation.
C'est tout à fait possible et enfin, je pense que le jeu tel quel est possible, mais c'est là aussi où ça me fait dire que vous pouvez aussi décliner et créer votre propre jeu. C'est-à-dire que peut-être que si je fais un projet système d'information, je vais créer, là j'ai une seule carte technique, alors que là je vais peut-être créer une carte logicielle, une carte matérielle, une carte interface, une carte voilà, et je vais peut-être décliner en fait le jeu de manière plus précise pour travailler sur le projet où là, par exemple, Zoé et Sophie disaient, ils ont fusionné deux cartes en une, mais peut-être qu'il y a des cartes, vous allez au contraire les éclater en 4-5 cartes pour être plus précis par rapport à la dimension de votre projet. Et donc Laetitia, est-ce que vous pouvez éventuellement expliciter votre question, votre Oui, commentaire? bonjour à tous, à toutes. Merci de Bonjour. me donner la parole. Bravo déjà et merci pour ce retour d'expérience. Moi, ma question, ma remarque se situe dans un contexte où en fait on a déployé le temps du monde à une politique volontariste avec une exigence forte des élus d'agir. Donc on a agi, en fait, on a plutôt déployé des actions en mode expérimental avec une approche aussi de design, donc en s'intéressant aussi aux usages. Et on est passé très vite sur la phase s'intéresser, enfin prendre le temps en fait d'observer, de cartographier qui fait quoi. Pour autant, on a un comité de pilotage qui, dès le début, réunit des acteurs phares institutionnels, des acteurs stratégiques, mais on n'a pas eu en complément ce point de dialogue en se disant qui fait quoi en fait, parce que chacun a fait des choses, qui fait quoi chacun sur le sujet. Et aujourd'hui, on se rend compte que le dialogue, il n'est pas forcément évident entre nous, collectivités, et les autres institutions, parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, alors que dans le fond, on a mené des actions qui vont tous dans le même sens, en fait, on a du commun. Et ce que j'aimerais arriver à faire maintenant, c'est de dire qu'est-ce qu'on a en commun et collectivement, qu'est-ce qu'on se dit, où il faut qu'on se met en ordre de marche pour agir de la même manière. Voilà, donc ce travail-là, on ne l'a pas fait au début, mais comment il peut être fait en cours finalement, en cours de déploiement de l'action publique. Alors, je pense que enfin, j'ai du mal à voir comment ça peut complètement répondre à la totalité de vos enjeux. Mais par Oui, contre, faire un travail de cartographie des acteurs, même après coup, c'est jamais trop tard. C'est-à-dire, il est jamais trop tard pour se rendre compte justement du sujet. Donc, ça peut être un travail de se dire, voilà, qui sont tous ceux qui sont concernés par le projet et de reformaliser des choses qui ont été faites de manière intuitive, pas pensée, et peut-être de reformaliser, d'identifier des trous dans la raquette de gens qu'on a oubliés parce qu'on est parti oublié en tête, etc. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça peut être de se dire, permettre d'identifier l'ensemble des acteurs pour pouvoir faire ce travail d'évaluation dans une évaluation un peu 360, où on ne demande pas l'avis qu'aux techniciens ou aux élus, mais on se dit, bah tiens, on a identifié des gens qui subissaient, des gens qui entretenaient les. On a mis en place des nouveaux trucs, il y a des gens qui s'assurent de la maintenance, mais sauf que les gens de la maintenance, on ne les avait pas pris en compte depuis le début. Donc aujourd'hui, les gens de la maintenance, comment ils vivent le truc? Et donc de pouvoir faire identifier tous les acteurs à interroger pour pouvoir faire l'évaluation des projets. Et en s'appuyant sur les rôles, les cartes rôles, du coup, ça nous permet de ne pas oublier finalement des aspects, Bah, avoir un peu cette voilà. vision. Ça vous aide à penser à plus de monde. Là, ne pas oublier, je ne suivrai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, le but, Oui, c'est d'essayer de, oui, 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 de se en donner le visant plus de le. chances d'oublier Oui, le moins de gens possible. merci. On a une question aussi sur une mobilisation dans le cadre d'un hackathon. Oui, alors je sais pas ce qu'on appelle un temps très court, mais si c'est une journée ou voilà, une demi-journée, enfin, c'est tout à fait possible. Moi, quand je fais les formations, c'est en effet des formations, par exemple, sur une démarche design, on fait ça sur 3 jours, mais des fois ça peut être raccourci, où on va avoir, et du coup, toute la première partie, c'est la partie exploration, où on commence par cette question de la cartographie des acteurs, pour justement se dire, mais c'est quoi notre sujet, c'est quoi toutes les parties prenantes concernées,
parce qu'après, dans une démarche de design, ça nous dirait justement où est-ce qu'il faut qu'on aille faire l'immersion, où est-ce qu'il faut qu'on aille, 48 heures, c'est bien, où est-ce qu'il y a, là dans Hackathon, on va pas forcément avoir le temps, mais quand on fait une démarche comme ça, c'est où est-ce qu'on va faire de l'immersion, qui on va aller interroger, qu'est-ce qu'on va aller voir, qu'est-ce qu'on va aller observer, quels sont les documents qu'on va aller consulter pour avoir une connaissance plus fine. Mais en tout cas, voilà, une fois qu'on a identifié tous ces acteurs, de se dire, ah oui, voilà, on peut proposer des types de solutions à ce niveau-là, des types de solutions à ce niveau-là, des solutions à ce niveau qui sont plutôt pour tels acteurs, voilà, ou des solutions qui prennent en compte tous les acteurs. En tout cas, ça me semble une bonne première étape pour faire du commun, ce que disait la personne juste avant, c'est-à-dire comment justement toutes les personnes elles partagent, ce que j'expliquais au début avec l'interlocuteur réseau, comment elles partagent le problème en fait. Parce que sinon, chacun voit le problème d'une certaine façon et chacun va essayer d'imaginer des solutions à son problème, alors que là, on va essayer de voir c'est quoi le problème et quelles sont ses dimensions suivant les acteurs qui sont concernés. Et pas voir seulement les gens qui vont bénéficier, c'est génial, aussi voir les perdants du truc, les gens qui vont en subir et comment on va concevoir des solutions qui prennent en compte les gens qui vont perdre, qui peuvent perdre à l'arrivée, quoi. Avec Zoé et Sophie, on avait un temps très contraint également. On est parti sur une préparation en fait en amont de la cartographie pour faire réagir. C'est-à-dire il y avait tout un travail préparatoire pour déjà prépositionner, faire réagir, venir compléter en séance, déplacer. Enfin voilà, tous les éléments pouvaient être modifiés et c'était aussi une manière d'introduire le sujet, de générer du débat, des échanges. Donc, on a fait ce parti pris de se dire on fait une préparation en amont pour faciliter aussi le temps d'appropriation et d'entrer dans le sujet et faire réagir à partir de quelque chose, un premier jet, en fait, une première intention. Zoé et Sophie, je pense que ça a assez bien marché dans le temps contraint. Les gens se sont quand même emparés du sujet et ont réagi pour faire bouger les éléments. Je ne sais pas si vous voulez nous repartager peut-être ces temps de réflexion en amont que vous avez eus. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était de se dire, on n'a qu'une demi-journée, ça va être court. La cartographie des acteurs, nous, on en a déjà un petit peu une en tête parce que comme on travaille à l'échelle de la région, on est en contact avec différents acteurs. Et donc, l'idée, c'était de se dire qu'on puisse avoir... peut-être qu'on peut reprojeter éventuellement la carte parce que je pense qu'on n'a pas passé beaucoup de temps dessus sur notre retour d'expérience. Éventuellement, Estelle, s'il te plaît. Ouais, Puisque du coup, donc, on avait disposé les cartes rôles tout autour d'un cercle. là. Voilà. Donc dans certains, donc on a divisé en différents quarts et vous voyez, il y a certains cartes rôles qu'on a mis ensemble parce que ça nous semblait pertinent de les rassembler parce qu'ils avaient un petit peu le même rôle, parfois au niveau d'institutions plus nationales ou ce genre de choses. Donc là, j'ai un petit peu du mal à lire, mais voilà, c'est l'idée de s'être penché sur la question en amont avec Zoé. D'avoir pu identifier les différentes structures qui agissaient pour préserver les prairies à différentes échelles. Donc au centre, c'était à l'échelle communale, intercommunale, puis intercommunale, puis départementale, régionale, et le dernier cercle, le plus vert foncé, c'est plutôt à l'échelle nationale, voire internationale. Et donc, par exemple, qui influence les dispositifs de maintien des prairies, ça peut être d'un point de vue financier ou d'un point de vue cadre légal, le ministère, mais au niveau de la région, sur des subventions, ça peut être la région Grand Est, les agences de l'eau, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une différente carte. Et le fait de l'avoir préparée en amont, nous, ça nous a permis de faire un grand apport de petits post-it, de petits acteurs. Et en fait, on a proposé au moment de l'arrivée des participants de pouvoir consulter cette carte en même temps qu'ils discutaient, qu'ils prenaient un café, le temps d'attendre tout le monde, et de pouvoir la compléter en fait au fil de l'eau avec des post-it. On avait reproduit cette carte à une plus grande échelle et accrochée sur un mur, et ils ont pu en fait venir l'amender tout au fil du temps. Et on a pris un moment juste avant juste après le brise-glace, là debout, où chaque acteur devait se positionner par rapport à une affirmation sur l'impact des PSE.
pour en fait refaire le tour d'horizon, se dire quels sont les éléments auxquels on n'a pas pensé ou qu'on n'a pas mis suffisamment en avant, ou est-ce que vous êtes d'accord sur les rôles? Oui, non. Donc ça a pu faire l'objet de remodifications. Il me semble que justement on a ajouté en haut le post-it celles et ceux qui coopèrent, il me semble. C'est ça, Oui, hein. c'est ça. Voilà, qui avait été identifié, qui manquait un petit peu. Et puis des acteurs qu'on n'avait pas forcément mis à toutes les échelles, alors qu'ils ont différentes positions stratégiques en fonction de ce gradient. Et donc voilà, ça a permis de nous faire gagner du temps, d'aller plus loin dans les réflexions et d'aller chercher d'autres acteurs auxquels on n'avait pas forcément pensé, enfin, que nous, en tout cas, on avait oublié avec Zoé, ou qu'on avait volontairement aussi oublié pour faire réagir et susciter les débats ensuite. Et donc, ça a quand même voilà, permis d'aller à des échanges plus avancés que si la carte avait été vide dès le départ. Alors, je vois une question hein, sur la demande aussi d'avoir les supports. On les diffusera avec les replays. Je vous ai remis aussi hein, les contacts donc sur cette présentation. Vous les aurez aussi. Si vous voulez en savoir plus sur le paiement des services environnementaux, donc Zoé et Sophie voilà, sont aussi à votre disposition. Michael, bien sûr, pour le jeu. Et en interne sur... pour les agents de la région Grand Est, le Labodino, si vous voulez qu'on puisse vous accompagner dans la mise en place de ce genre d'animation qui voilà, est à la fois sur l'usage de la cartographie, mais aussi sur de la projection avec les collectifs pour aller plus loin dans la réflexion et la mise en place de services. On a encore quelques minutes pour reprendre une dernière question, si vous le souhaitez. Et on pourra remettre le lien, Estelle, dans la présentation, parce que je pense que tu ne l'avais pas mis, parce que comme j'ai créé la page que ce matin. J'attendais ta justement... dernière version, ouais, j'étais pas sûre que le lien soit toujours le même, mais oui, on remettra Si, le mais c'est que j'ai lien. créé la page qu'aujourd'hui, je ne voulais pas le dévoiler avant, je voulais vraiment que vous ayez la primeur. C'est ça. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de vous être connectés aujourd'hui. Merci beaucoup à Michael, Zoé et Sophie pour leur retour. Et donc, on vous partagera en interne sur notre intranet, mais aussi sur LinkedIn, les supports pour que vous puissiez les retrouver avec le replay et le support de présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite par avance bon appétit. Ouais. Et merci encore, Michael, Zoé et Sophie, pour vos témoignages. Bonne journée. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience si vous utilisez le Oui. jeu, parce que plein de gens l'utilisent sans que je le sache, et c'est très bien, mais si vous voulez me faire part de vos retours d'expérience, ça sera avec plaisir. Voilà, et n'hésitez pas aussi. Ah, on a une dernière question, c'était peut-être... Non. Non. Oui, en fait, je voulais savoir si je peux avoir vos numéros de téléphone. Ils sont dans le support qui vous sera transmis. Oui, dans le support, mais je vous transmettrai, mais je vous transmettrai déjà directement à vous, personnes connectées, le support, comme ça vous aurez toutes les informations utiles. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir.